Et à l'international, après 15 mois de guerre, un accord de cessez-le-feu à Gaza serait sur le point d'être signé. En effet, de hauts responsables de l'administration Biden ont déclaré qu'ils pensaient qu'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas pourrait encore être conclu avant l'investiture de Donald Trump la semaine prochaine. Une affirmation également certifiée par le gouvernement israélien qui a confirmé des progrès dans les pourparlers de dernière minute. Mais la prudence doit rester de mise puisque la conclusion d'une trêve dans la bande de Gaza s'est à chaque fois effondrée, parfois au dernier moment. Effectivement, Israël et le Hamas mènent depuis plus d'un an des négociations indirectes sous la médiation du Qatar, des États-Unis et de l'Égypte. Des pourparlers qui jusqu'à présent achoppent sur des questions telles que l'échange d'otages israéliens contre des Palestiniens, le caractère permanent ou non du cessez-le-feu et l'étendue du retrait des troupes israéliennes. Eh bien, que les deux parties ont convenu depuis des mois du principe d'un arrêt des combats en échange de la libération des otages des deux camps. Le Hamas insiste sur le fait que toute négociation visant à obtenir la libération des otages doit faire partie d'un pacte global visant à mettre fin aux hostilités à Gaza, tandis que Benyamin Netanyahou recherche un accord plus segmenté, un accord visant à la libération de certains, mais pas de tous, les otages, tout en préservant simultanément la prérogative d'Israël de reprendre les hostilités contre le Hamas à l'expiration de l'accord. Ce matin, selon deux responsables israéliens, nous apprenions que le Hamas devrait libérer 33 otages au cours de la première phase de cet accord. Un premier signe positif pour les observateurs, sachant qu'à ce jour, le Hamas et ses alliés détiennent toujours 94 des 251 otages pris à Israël, dont au moins 34 sont morts, selon le gouvernement israélien. Je vous rappelle que l'offensive israélienne à Gaza a tué plus de 46 500 Palestiniens et blessé 109 571 personnes depuis le 7 octobre 2023, a indiqué le ministère de la Santé du territoire palestinien après l'attaque du Hamas contre Israël, au cours de laquelle 1200 Israéliens ont été tués et 250 pris en otage. Toujours à l'international, mais cette fois-ci sur le front de la guerre économique que se livrent Pékin et Washington, le gouvernement américain a annoncé hier un nouveau tour de vis. Les nouvelles réglementations limiteront les exportations de puces d'intelligence artificielle et maintiendront un blocus sur les exportations vers la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Un accès illimité à la technologie d'IA américaine sera également accordé pour les alliés proches des États-Unis. Ces limites suggèrent donc que de nombreux pays pourraient avoir du mal à mettre en place des installations informatiques d'IA capables de rivaliser avec les plus grandes et les plus avancées des États-Unis et de ses pays alliés. Eh bien, que les groupes du secteur de la tech américaine se soient vivement opposés à ces réglementations avant même qu'elles ne soient finalisées. Ces nouvelles règles visent tout à la fois à endiguer les avancées de la Chine dans ce secteur, mais également à aider les États-Unis à conserver leur statut dominant dans le domaine de l'IA. Ces nouvelles règles devraient entrer en vigueur 120 jours après leur publication, ce qui laissera le temps à Donald Trump de se prononcer à son tour. Et même si la position quant à ces réglementations du président élu Donald Trump, qui fera, je vous le rappelle, son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier, est encore incertaine, les administrations Biden et Trump partagent des points de vue similaires sur la menace concurrentielle posée par la Chine. En France, c'est aujourd'hui que François Bayrou va jouer carte sur table lors de son discours de politique générale prévu à 15h. Une journée à haut risque donc pour le nouveau Premier ministre qui est attendu au tournant sur le vote du budget mais surtout sur la réforme des retraites. En effet, alors que les négociations avec la gauche tournent essentiellement autour de cette thématique, les Républicains menacent, eux, de quitter le gouvernement si la réforme est suspendue. Et si la France insoumise a refusé de participer aux discussions, les autres groupes du nouveau Front populaire ont ouvert la porte à condition d'obtenir de vraies concessions sur la réforme des retraites, notamment la suspension de l'application du report de l'âge de la retraite à 64 ans pendant 6 mois, demandé par l'EPS. Mais au-delà de la réforme des retraites, la gauche insiste également sur la justice fiscale puisqu'elle réclame des mesures supplémentaires comme une augmentation de la flat tax ou le retour d'un nouvel impôt sur la fortune avec une composante climatique. Mais au-delà de ces points, ce sera également l'occasion pour François Bayrou de donner ses priorités pour la France. Il devrait ainsi également s'exprimer sur la lutte contre la dette, la défense du monde rural, l'immigration et la sécurité. Enfin,
Finissons ce tour d'horizon de l'actualité du 14 janvier 2025 par une information surprenante. Sachez que nous avons appris tôt ce matin que les autorités chinoises évaluent la possibilité qu'Elon Musk acquiert les activités américaines de TikTok si jamais la populaire plateforme était bannie aux États-Unis d'ici la fin de la semaine. Une stratégie de contournement de la part de Pékin, et ce alors que la Cour suprême des États-Unis délibère sur un projet de loi qui obligerait la société mère de TikTok à céder ses activités américaines d'ici le 19 janvier. Ceci étant, cette option est encore à l'étude, mais prise dans un contexte global, elle pose la question de l'influence des réseaux sociaux sur les relations internationales. Avant de parcourir les performances des principaux actifs mondiaux lors de la séance d'hier, jetons un œil aux principaux sujets à suivre cette semaine. Et l'attention des financiers sera centrée sur les marchés obligataires, compte tenu de la hausse récente des rendements, notamment sur les obligations d'État britanniques. Les données sur l'inflation au Royaume-Uni feront donc l'objet d'une attention particulière. Les données sur l'inflation aux États-Unis seront, elles, au cœur de l'actualité boursière de cette semaine, après de très bons chiffres récents sur l'emploi qui pourraient inciter les investisseurs à encore réduire davantage leurs attentes en matière de baisse de taux d'intérêt. En Asie, les données en provenance de Chine montreront si la deuxième économie mondiale a atteint son objectif de croissance en 2024. La croissance du PIB devrait s'accélérer pour atteindre 5,1% au quatrième trimestre 2024 grâce aux mesures de relance de Pékin, ont indiqué les économistes. D'autres données pourraient montrer une stabilisation de la consommation, de l'investissement et de la production industrielle, ce qui ajouterait aux preuves que les mesures de relance ont un effet. Enfin, d'un point de vue microéconomique, le coup d'envoi de la saison des résultats annuels aux États-Unis sera donné mercredi par les valeurs bancaires comme Citigroup, Goldman Sachs et JP Morgan. Attardons-nous un moment sur ce qui s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Des places financières nerveuses, en effet, en Europe. Alors que l'incertitude politique s'ajoute aux inquiétudes concernant la croissance économique, les investisseurs doivent désormais composer avec les interrogations quant au rythme de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine. Un changement de point de vue qui fait grimper les rendements souverains. À Paris, le CAC 40 a clôturé en baisse de 0,3% à 7408 points. Au Royaume-Uni, alors que la forte hausse des coûts d'emprunt suscite des inquiétudes sur la viabilité budgétaire du pays, le FTSE a fini en repli de 0,29% à 8224 points. À Francfort, le DAX a reculé, lui, de 0,38% à 20 137 points. Aux États-Unis, Wall Street a clôturé hier en ordre dispersé, les rendements obligataires ayant atteint des sommets de plusieurs mois à la suite de données solides sur l'emploi, ce qui ne fait qu'accroître la probabilité que la Fed ralentisse son resserrement monétaire. Je vous rappelle que le prochain grand test pour les actions et les obligations pourrait avoir lieu mercredi lorsque les chiffres de l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis seront publiés. En cette attente, le Dow Jones et le S&P 500 ont respectivement pris 0,86 et 0,16%. Le Nasdaq a lui cédé 0,38%. En Asie ce matin, faisant écho à Wall Street, les marchés actions ont clôturé sur une note mitigée. Le Nikkei a reculé de 2% à 38 394 points. Le Kospi sud-coréen a progressé, lui, de 0,3% à 2497 points. Le Hang Seng de Hong Kong a progressé de 1,9% à 19 234 points. Tandis que le Shanghai Composite a bondé, lui, de 2,1% à 3227 points. Sur le Forex, le dollar poursuit sa chevauchée fantastique. Face au billet vert américain, l'euro a reculé hier de 0,32% à 1,0210 $. Sur le marché des taux souverains, les rendements ont continué leur ascension hier. L'élément déclencheur est, je vous le rappelle, le dernier rapport sur l'emploi américain, un rapport extrêmement positif puisque l'économie a créé 256 000 emplois en décembre, bien au-dessus des 155 000 prévus par les économistes. Ce chiffre, combiné à une inflation résiliente, réduit considérablement les chances que la Réserve fédérale américaine abaisse ses taux lors de sa prochaine réunion les 28 et 29 janvier prochains. En zone euro, le rendement du Bund allemand à 10 ans a cédé 0,3 points de base à 2,589%, tandis que le 2 ans a lui gagné 0,2 points de base à 2,295%. Le gilt britannique à 30 ans a atteint un plus haut depuis 1998,
gagnant 2,5 points de base à 5,432%. En France, l'OAT à 10 ans a pris 3,4 points de base à 3,458%. À l'heure de la clôture en Europe, le rendement des trésoreries à 10 ans prenait 2 points de base à 4,794%, tandis que le 2 ans américain gagnait lui un peu moins de 1 point de base à 4,403%. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont gagné du terrain hier, portés par les nouvelles sanctions annoncées vendredi par les États-Unis et le Royaume-Uni contre le secteur énergétique russe. Vendredi dernier, le département du Trésor américain a en effet annoncé des sanctions contre plus de 180 navires ainsi que contre les grandes compagnies pétrolières russes Gazprom Neft et Surgutneft-Gaz. Or, ces sociétés sanctionnées représentent près de 20% de la production et des exportations de pétrole russe. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mars a gagné 1,57% hier à 81,01 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison février, il a grimpé de 2,94% à 78,82 $ l'unité. Nous allons marquer une première pause dans cette édition du 14 janvier 2025 et juste après, comme convenu, nous retrouverons Hervé Dupré qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Paris. À tout de suite sur TV Finance.